Et cet échec n'est pas le retour en arrière. Comme on a dit ce matin, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pas un retour vers le non différencié, c'est un retour vers une forme cicatricielle, échouante de la différenciation que moi j'appelle dédifférenciation. Pas lié au deuil d'un lieu perdu, comme c'est le cas pour ses collègues. Pour elle, ce qui est perdu, c'est un idéal. Donc nous allons reprendre avec notre deuxième table ronde de la journée, qui est présidée et discutée par Marjorie Roch, qui est professeure de psychopathologie clinique à l'Université de Bourgogne, co-responsable de l'axe vulnérabilité, ressources, accompagnement au sein du laboratoire PSI-DREPI. Elle est également psychologue clinicienne, psychothérapeute d'orientation psychanalytique, individuelle et de couple, et intervient pour le cabinet Practice pour des supervisions auprès de professionnels travaillant au sein d'institutions sanitaires et sociales. Ses travaux portent sur les retentissements psychiques des maladies somatiques et de leur traitement, ainsi que sur les violences sexuelles et sur le harcèlement chez l'adolescent et l'adulte. Elle a été lauréate d'un prix Facebook et d'un appel à projet de la Fondation de France pour un programme de prévention secondaire du harcèlement afin de venir en aide aux victimes. Et oui, tout ça. Elle est également membre de la Société médico-psychologique, de la Société du Rorschach et des méthodes projectives de langue française et du réseau international méthodes projectives et psychanalyse. Enfin, et le plus important, elle est membre du comité scientifique de l'association Practice Recherche et nous la remercions vivement pour son engagement et pour sa participation. Pour cette deuxième table ronde, nous avons un peu modifié l'ordre de passage où David et Giannica a rejoint la deuxième table ronde alors qu'il devait être là pour la troisième. Et donc maintenant, je passe la main à Marjorie Roch. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation à laquelle je ne m'attendais pas. Oui, donc nous recommençons notre travail cet après-midi avec donc une deuxième table ronde qui s'intitule Pathologie du lien humain-environnement et réalité psychique. Donc Marco Ligori ne peut pas être présent aujourd'hui avec nous, mais ce sera pour une prochaine fois parce que ça ne sera pas la dernière édition, j'imagine. Et donc j'aurai le plaisir de discuter de communication, de conférences, celle de Jean-Paul Matteau. Alors Jean-Paul Matteau est pédopsychiatre et psychanalyste, médecin à Bruxelles, pédopsychiatre, membre de la SPP, naviguant entre Paris et Bruxelles, alors durant vos études, et membre de la Société belge de psychanalyse. Vous avez donc une pratique libérale et de superviseur de groupe et en institution, et vous dispensez de nombreuses formations. Nous vous connaissons au travers de beaucoup de vos écrits qui sont fort intéressants et dont nous allons prendre connaissance aujourd'hui de manière peut-être plus synthétique. Donc j'aurai le plaisir de vous présenter 3 ouvrages de Jean-Paul Matteau, de l'informe aux configurations psychiques, le soi disséminé, donc et l'homme décontenancé aux éditions L'Harmattan. Et je crois qu'un ouvrage est en gestation qui s'intitule Éléments de psychanalyse terrienne. Éléments de psychanalyse terrienne, nous sommes très impatients de le découvrir. Donc, je vais vous laisser la parole pour donc une communication qui s'intitule Réalité, informe, symbiose, différenciation. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour l'invitation qui me fait énormément plaisir. C'est un grand plaisir d'abord de retrouver Paris, après y avoir habité quelques années pour ma formation de pédopsychiatre, et puis alors aussi surtout d'avoir l'occasion d'intervenir dans cette journée dont le thème me paraît très important et qui est vraiment au centre de mes préoccupations depuis, je dirais, une dizaine d'années. Donc merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, pardon, ça va mieux comme ça, oui, pardon. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette invitation. Je regrette évidemment que notre collègue n'ait pas pu être là. J'ai une pensée pour lui, là, qui a quand même beaucoup préparé, beaucoup travaillé, et puis qui ne peut pas être là
voilà, pour la réalisation, c'est un peu difficile, mais c'est comme ça. Et donc merci. Alors j'étais très intéressé quand même par le dispositif que vous avez mis en place autour de Practice, avec tous ces liens avec des structures universitaires et des laboratoires de recherche. Je trouve que ce modèle de réseau est vraiment quelque chose de très précieux et un modèle, à mon avis, vraiment à essayer de démultiplier, parce que si on veut être audible, je pense vraiment qu'il faut travailler de cette manière avec des réseaux. Et pour reprendre la question un petit peu désabusée de la collègue ce matin là, qui se demandait qu'est-ce qu'on fait quand on est seul, je pense que vraiment la question des réseaux, c'est tout à fait essentiel, et celui-ci en est un exemple, il me semble, déjà en plein de promesses. Voilà. Alors, donc effectivement, l'intitulé de la table ronde, c'était pathologie du lien humain-environnement et réalité psychique. Alors, je dirais d'emblée que mon point de vue, ce ne serait pas tellement une pathologie du lien, mais plus, j'appellerais ça une dystopie dans le lien, et vous verrez pourquoi dans le développement de mon propos. Alors, l'anthropocène, puisque c'est un terme maintenant qui rassemble un peu, même s'il n'est pas validé par les spécialistes de la quoi encore, comment on appelle ça, les périodes, les géologues, oui, c'est pas vraiment ce nom-là, mais non, il y a un autre nom, mais c'est pas grave. Enfin bref, ils ne l'ont pas validé, mais néanmoins l'anthropocène, je pense, est intéressant parce que il pointe tout de même la responsabilité et l'enjeu pour nos sociétés de se saisir de ces questions. Alors, cette question d'anthropocène amène deux questions, me semble-t-il, principales. D'une part, celle des modes dominants d'exploitation économique dans les sociétés dites développées, et d'autre part, les fonctionnements psychiques, individuels, collectifs et institutionnels qui leur ont permis de s'installer, de se développer, de croître, embellir si on veut, et en tout cas faire quand même beaucoup de dégâts aussi maintenant, et qui continuent à les rendre possibles, parce qu'effectivement, comme ça a été dit ce matin, on voit bien que on n'arrive pas à faire bouger les choses. Alors, peut-être qu'il ne faut pas non plus être si pessimiste, parce que il y a pas mal d'historiens notamment qui ont souligné le fait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, notre histoire, notre chronologie, notre temporalité humaine croise la temporalité de la Terre. C'est-à-dire qu'on est de l'ordre des générations, 20 ans, 25 ans, peut-être les siècles comme échelle de temps, et puis que voilà, on est transposé dans des millions d'années. Alors, il y a cette espèce de croisement à quelque chose de vertigineux, et donc peut-être que simplement, il nous faut du temps. Voilà. Temps dont je n'ai que 30 minutes, donc je vais essayer d'arriver au bout de mon truc, parce que je ne suis même pas à la moitié de ma première page. Bon. Alors, ces deux questions, c'est intéressant parce que, au fond, les premiers travaux qui vraiment les mettent en tension émergent au même moment, dans les années 70. Il y a le rapport Meadows, qu'on a cité déjà, donc du Club de Rome en 1972, Les limites à la crise. Et au même moment, il y a le livre de Harold Searle, le psychanalyste américain, L'environnement non humain, c'est un peu antérieur, 1960, mais en 1972, il reprend dans un article toute une série d'éléments de son livre. Et puis, il y a un grand silence jusqu'aux années 90, où alors apparaît le GIEC, apparaissent les conférences de l'ONU pour le climat. Et en psychanalyse, vraiment pas grand-chose jusqu'en 2010, année 2010, grosso modo. Alors que dans beaucoup d'autres domaines de sciences, de savoir, les savoirs ont évolué beaucoup. En biologie, toute la question des sols, dans le domaine de la place des champignons, enfin des fungi, dans le fonctionnement des écosystèmes, le fonctionnement des réseaux et les symbioses. Alors les symbioses, ça me paraît un point assez important, parce que les symbioses, on a évoqué ce matin les théories de l'évolution,
Donc, au fond, avec Darwin, c'est la compétition qui est au premier plan. Avec les symbioses, c'est la question de la coopération. Alors, la coopération, mais qui peut être très toxique aussi. Hein, ça, les symbioses, ça n'est pas tout rose. Mais enfin, je trouve intéressant cette question des symbioses, parce que on verra de quelle manière la psychanalyse pourrait peut-être s'en saisir. Alors, donc la théorie de l'évolution, quand même pour dire un mot aussi, puisqu'on en a parlé ce matin avec le propos d'un des orateurs, donc la perspective des symbioses s'impose dans l'évolution parce qu'elles interviennent à deux moments tout à fait importants. D'une part, ce moment où les algues sortent de l'eau pour devenir des plantes, mais elles n'ont pas de racines. Qu'est-ce qui donne les racines? C'est les champignons, enfin les fungi. C'est-à-dire que tout le développement de l'oxygénation de l'atmosphère, produite par la photosynthèse, va permettre le développement de la vie sur Terre. Et c'est une symbiose qui permet ce saut évolutif majeur de l'évolution terrienne, d'une part. Et d'autre part, c'est des symbioses alors un peu plus discrètes, si vous voulez, mais toute la question de l'énergie qu'on a évoquée ce matin aussi, toute la question de l'énergie passe par les symbioses. C'est-à-dire que c'est finalement la symbiose entre des bactéries et des cellules eucaryotes qui amène les centrales électriques, enfin les centrales plutôt énergétiques, que sont les mitochondries dans les cellules animales et les chloroplastes dans les cellules végétales. Donc, ça montre bien que la question des symbioses est assez importante dans le domaine de la biologie et beaucoup de travaux maintenant insistent sur leur omniprésence finalement dans le vivant. Alors très très vite aussi, pour les nouveaux paradigmes qui vont émerger, on a cité le nom de Philippe Descola ce matin également, en anthropologie, avec toute la question des ontologies qu'il met au premier plan et qui effectivement sont une dimension inévitable de la réflexion sur l'anthropocène, mais également en sociologie avec Bruno Latour qui est disparu récemment. Voilà. En psychanalyse, je citerai peut-être le livre collectif de Luc Magnona, un psychanalyste suisse, qui sort en 2017. Bon, il y a eu du côté anglophone quelques publications préalables, mais il n'y a quand même pas eu énormément de choses. Alors, le plan de mon exposé, je vais quand même prendre ma montre, parce que... Oui, mais pour savoir où j'en suis. Donc, je dois terminer à quelle heure, là? Ça va? Là, à peu près là? Ouais, ok. Alors, le plan de mon exposé. Donc, je vous propose de repartir des travaux de Searles en se centrant sur le concept qu'il introduit, qui est le concept d'apparentement. D'accord. Alors, à partir de cette perspective de l'apparentement, je vais revenir aux symbioses, mais sur le plan de la psychanalyse, en ajoutant les apports théoriques de José Bleguer, donc psychanalyste argentin, qui a écrit un livre qui s'appelle « Symbiose et ambiguïté », traduit en français. Dans un troisième temps, j'ajouterai les perspectives que Bion apporte à la question des symbioses. Dans un quatrième temps, je vous présenterai brièvement un modèle métapsychologique qui me paraît pouvoir être avancé pour discuter de la nécessité qui me semble impérative de remettre au travail la métapsychologie psychanalytique pour l'adapter simplement aux enjeux actuels. Et je terminerai brièvement, si j'ai le temps, par quelques perspectives de travail à partir de ce modèle. Alors, Harold Searles. Harold Searles donc écrit L'environnement de l'humain, c'est son premier livre. Il l'écrit alors que ça fait une quinzaine d'années qu'il travaille à la clinique Chestnut Lodge avec des patients schizophrènes. Et c'est de ce travail clinique qu'est issu son livre. Et donc ça, je pense que c'est un point important que ça ne tombe pas de nulle part. Ça vient vraiment d'un travail avec des pathologies extrêmement lourdes. Alors, l'apparentement, ce qu'il appelle l'apparentement, c'est en fait quelque chose qui se situe à un niveau où il n'y a pas de différence dedans-dehors. C'est-à-dire qu'on est dans le non différencié. Et ça, je pense que c'est un point vraiment central. C'est-à-dire que pour lui, ce niveau-là, ce niveau de l'apparentement de l'humain à ce qu'on appelle l'environnement, fait partie
Donc l'environnement fait partie de notre soi, il l'écrit. Ce n'est pas un dehors, c'est une part de nous, vraiment. Alors, enfin, vraiment, vécu comme à un certain niveau de conscience et d'inconscient. Alors, cette part non différenciée, pour Searle, elle est fondatrice de notre rapport à la fois aux autres humains et au monde qui nous entoure. C'est-à-dire qu'elle est présente d'emblée dans le lien précoce du nouveau-né avec son environnement humain et non humain. Mais elle ne va pas disparaître. Ça continue, sauf que viennent, à partir de ce non différencié, apparaître des différenciations dedans-dehors, parce que, évidemment, il y a toute une série de phénomènes, d'expériences qui s'accumulent et qui rendent simplement inévitable le fait qu'il y ait des différenciations pour mettre de l'ordre dans toute cette accumulation d'expériences. Et mais donc cette part fondatrice, à la fois est fondatrice, cette part fondatrice, à la fois va continuer à être présente, à la fois comme fond, mais je pense également comme ressource, alimentant de nouvelles différenciations tout au long de notre vie. Et notre existence n'est viable, ne peut être vécue que parce qu'il y a cette double nature, on pourrait dire, de l'humain, une nature non différenciée et une nature avec des différenciations qui deviennent de plus en plus complexes et qui permettent la complexification de notre appréhension de l'expérience. Voilà. Mais donc, on est dans un modèle qui n'est pas un modèle, qui est un modèle où il y a une sorte d'origine, on pourrait dire, sauf qu'on peut aussi poser l'hypothèse que d'emblée, il y a presque tout de suite des ébauches de différenciation qui se mettent en place, parce que, il me semble, et c'est en tout cas la thèse de Searle, c'est que ce qui est important, c'est l'équilibre entre ces parts non différenciées et les parts différenciées. Alors, il ne faut pas confondre, à cet égard, évidemment, différenciation et clivage. Les différenciations, c'est quelque chose qui reste mobile, qui reste en constante transformation, en mouvement perpétuel. Donc ça, je crois que c'est un point vraiment très important. Ce qui n'est pas tout à fait comme ça chez Bleger. Et donc ça, c'est peut-être un point là qu'il faudra préciser par la suite. Alors, ces parts différenciées nous protègent d'une fusion totale, qui est juste pas vivable. Mais si ces parts différenciées sont trop réprimées, trop clivées, disons ça comme ça, effectivement, à ce moment-là, il y a quelque chose d'une perte du lien fondamental au monde et à autrui qui également, en même temps, disparaît. Et Searle amène ces idées parce qu'il a observé chez les patients schizophrènes d'abord une mauvaise qualité des différenciations. Et c'est cette mauvaise qualité des différenciations qui, pour lui, est responsable de la manière dont le lien avec l'environnement non humain, qu'il appelle non humain, est difficile pour ces patients, soit parce qu'ils se sentent complètement envahis et mis dans la confusion par ces niveaux d'expérience, soit parce qu'ils ont construit des barrières tellement imperméables à ces fonctionnements qu'ils perdent tout contact avec lui. Alors, l'apport de Bleger. Donc Bleger, également 1960, symbiose et ambiguïté. Donc lui aussi, Bleger postule un fond non différencié, qui est pour lui la source du psychisme, et qu'il appelle l'ambiguïté. C'est un mot qu'il faudra retenir parce que vous allez voir qu'il va revenir, et il revient pour le moment beaucoup, dans toute une série de publications non psychanalytiques. Alors, ça s'appelle l'ambiguïté, il l'appelle aussi à d'autres moments un métamoi, ou il l'appelle aussi parfois organisation syncrétique, en référence à Wallon, Henri Wallon, dont il s'est inspiré. Alors, je vais peut-être rapidement, si je retrouve mes papiers, vous citer une citation de Bleger.
Donc l'ambiguïté, c'est la coexistence de multiples noyaux d'ambiguïté non intégrés. Chaque noyau de ce moi granulaire est lui-même défini par un manque de discrimination entre moi et non-moi. Donc, cette ambiguïté, pour Bleguer, est donc une organisation spécifique de ce qu'il appelle le moi-monde. Je le cite à nouveau, « L'ambiguïté est une façon de structurer et de vivre le monde et non de l'éviter. » L'ambiguïté est caractérisée par une forme particulière d'omnipotence. Je le cite à nouveau, « L'omnipotence dans la personnalité ambiguë ne résulte pas d'une négation de la réalité. La négation de la réalité n'existe pas là où l'indifférenciation a été préservée. L'ambiguïté n'est pas, pour l'essentiel, un déficit de l'identité, elle est une autre identité et un autre sens de la réalité. » La persistance de cette structure ambiguë, pour Bleguer, détermine la mise en place d'organisations pathologiques. Alors, je dirais que la persistance, à mon avis, la persistance dans une non-transformation. Mais pour moi, la structure ambiguë persiste tout au long de la vie et même est essentielle, comme on l'a vu dans les travaux de Searle. Par contre, si elle ne se transforme pas, elle amène une organisation pathologique que Bleguer appelle la symbiose. C'est-à-dire que ce qu'il a appelé les noyaux ambigus deviennent des noyaux agglutinés. Bon, c'est une terminologie qui lui appartient. Et qui sont caractérisés par une fusion de l'intérieur et de l'extérieur. Et en fait, on peut bien imaginer, si vous voulez, il y a une non-différenciation, il y a une ébauche de différenciation, et puis qui échoue. Et cet échec n'est pas le retour en arrière. Comme on a dit ce matin, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pas un retour vers le non-différencié, c'est un retour vers une forme cicatricielle, échouante de la différenciation, que moi j'appelle dédifférenciation. Pour essayer de parler par le langage, de tracer des distinctions et des nuances. Parce que pour Bleguer, cette symbiose constitue le noyau psychotique de la personnalité. Alors là encore, moi j'amène une nuance. Je pense qu'effectivement, s'il y a cet échec dont on parlait, c'est effectivement la constitution de noyaux psychotiques. Mais si on reste dans le non différencié, je pense qu'on est dans l'ambiguïté et qui n'est pas, à mon avis, de cette nature-là et qui est au contraire au fondement même de la vitalité du psychisme. Alors, Bleguer fait également un lien entre symbiose et groupalité. Alors, je pense que c'est un point très important. Il écrit « Toute symbiose est toujours symbiose de groupe ». Et en fait, sa description se rapproche beaucoup des descriptions que Bion va faire des groupes à hypothèse de base. Bon, ça c'est des terminologies un peu psychanalytiques. Je suis désolé pour les collègues, les participants qui n'ont pas cette terminologie en tête. Mais bon, c'est de ça que je parle. Donc, il est difficile d'éviter d'avoir ces sortes de néologismes qui apparaissent. Mais la question est quand même centrale, c'est-à-dire que la groupalité n'est pas simplement un ajout d'individus les uns aux autres. La groupalité, c'est une nouvelle forme d'individuation. C'est quelque chose qui a ses caractéristiques propres et qui ne peut pas être réduit ou transposé ni dans un sens ni dans l'autre avec l'individu. Et par ailleurs, un peu plus tard, Bleguer va dire « L'être humain, d'ailleurs, est toujours un groupe ». Alors là, je le cite à nouveau. « L'être humain, avant d'être une personne, est toujours un groupe. Pas dans le sens où il appartient à un groupe, mais dans celui où sa personnalité est un groupe. » Bon, ce sont des notions que les psychanalystes de groupe, qui sont familières aux psychanalystes de groupe, donc là, je ne fais que dire ce qu'ils connaissent déjà. Mais enfin, je pense que c'est très très important d'avoir cette idée à l'esprit
que, surtout dans notre ontologie naturaliste où l'individu a pris une telle place, je pense que amener des idées comme celle-là sont des idées qui sont importantes pour, comment dire, amener une modification de la manière de considérer notre rapport à nous-mêmes et au monde. Alors, encore une chose, toujours par rapport à Bleger, c'est que pour lui, ce qu'il appelle la sociabilité syncrétique, donc qui se fonde sur l'ambiguïté, c'est ce qu'il appelle une relation qui est une non-relation et qui est la matrice de tout groupe. Alors, pour Bleger, ces strates-là, syncrétiques, sont immobilisées dans ce qu'il appelle le cadre. À la fois le cadre de vie, le cadre de société, le cadre familial, hein, mais aussi le cadre psychothérapeutique. C'est-à-dire que toutes les parts non différenciées pour Bleger vont être immobilisées dans ce qu'il appelle le cadre, et à l'intérieur du cadre se développe le processus. Donc la différence bien connue aussi des psys entre cadre et processus. Alors là aussi, j'introduirai une nuance parce que je pense qu'il mélange là l'ambiguïté et les symbioses pathologiques. C'est-à-dire que quand il décrit ainsi le cadre, je pense qu'il perd de vue le fait que la non-différenciation, l'ambiguïté, elle reste constamment, potentiellement activable et une ressource pour les transformations. Alors, je vais passer peut-être le modèle thérapeutique de Searle, qui est intéressant parce que le modèle thérapeutique de Bleger. Mais enfin, pour dire comme en un mot, Bleger, parce que c'est important pour la fin de mon exposé, Bleger, il fait l'hypothèse que la dimension symbiotique participe de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer en santé mentale. Alors moi, j'ajouterais qu'elles font aussi partie de ce qui est la vitalité, et pas seulement la pathologie. Mais en tout cas, lui, il reste au niveau de la pathologie. Et donc, ces symbioses, on ne peut pas les appréhender sans accepter l'idée qu'il y a une symbiose thérapeutique. C'est-à-dire que lui pense que le thérapeute doit pouvoir, avec certaines pathologies, notamment les pathologies psychotiques, entrer dans quelque chose d'une symbiose. La question, après, c'est le maniement de la symbiose pour arriver à faire émerger des nouvelles différenciations qui seraient plus efficaces, enfin plus fonctionnelles. Voilà. Donc c'est un point important, c'est l'idée quand même que la symbiose est inhérente aussi au processus thérapeutique. Alors, un point quand même par rapport à la question déjà de la réalité que je vais un petit peu amener ici, parce que ces travaux de Searle et de Bleger, à partir du non différencié, qui part du non différencié, ont un écho qui, moi, me paraît vraiment intéressant et pour ma part assez évident, avec les travaux d'un psychologue français qui est assez méconnu, qui est Gilbert Simondon, qui, dans les années 50, 60, fait tout un travail sur les processus d'individuation. Alors, il est beaucoup plus connu, Simondon, par rapport à ses travaux sur la technologie, mais ses travaux sur l'individuation sont assez essentiels également. Et donc, ce qu'il dit, c'est que l'individu, alors lui, il parle à la fois d'individu humain et d'individu technique, parce que pour lui, comme la technique est issue de l'humain, la technique comporte une part d'humain en elle-même, donc c'est une position assez intéressante. Hein. Mais toujours est-il qu'il y a au départ ce qu'il appelle le pré-individuel, ce qui est en fait le non différencié. Et puis un processus d'individuation qui va amener un individu, humain ou technique. Mais également, deux choses, mais que ce processus d'individuation est en fait une coémergence. C'est-à-dire que c'est à partir d'un non différencié, il y a l'émergence d'un individu et de son milieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de précession ni de l'individu
ni du milieu. C'est un processus qui est simultané. Alors vous me direz, oui, mais l'environnement existe bien avant. Oui, bien sûr. Mais l'environnement tel que l'individu le conçoit n'existe pas avant lui. Et ça, c'est une nuance qui est importante. Et deuxième point, quand même, chez Simondon, c'est que pour lui, il y a d'une part l'individuation personnelle, on pourrait dire, et puis il y a ce qu'il appelle le transindividuel. Le transindividuel, en gros, on pourrait dire, c'est les fonctionnements de groupe. Et ces fonctionnements-là ne s'opèrent pas à partir du rassemblement des individus, des dimensions individuelles, mais à partir du pré-individuel. Donc c'est une réémergence de quelque chose qui est au départ non différencié. Alors, vite sur Bion. Donc, comme Bleguer, Bion associe les symbioses au clivage, c'est-à-dire qu'on pourrait formuler les choses d'une manière comme ça un peu radicale en disant tout clivage témoigne d'une symbiose sous-jacente en souffrance. Si vous prenez cette hypothèse-là, vous allez peut-être vous arrêter de vous occuper du clivage pour vous préoccuper de la symbiose qui est en dessous. Et ça, c'est un changement d'approche qui est assez important, notamment par rapport aux pathologies psychotiques. Alors, Bion, très vite, il y a 3 types de liens qu'il développe à partir du concept d'identification projective de Mélanie Klein. Il y a le lien symbiotique, où contenant et contenu se modifient mutuellement. Il y a le lien convivial, qui est une coexistence dans la différenciation, on pourrait dire c'est le lien normal. Et puis il y a le lien parasitaire, qui est destruction de l'un ou de l'autre ou des deux partenaires. Alors, très vite, le modèle métapsychologique avec lequel je travaille maintenant, donc c'est l'idée qu'il y a un fond non différencié qui correspond. Alors, je suis beaucoup influencé par Winnicott, mais c'est vrai que je vais plus loin que Winnicott, si je peux dire, par rapport à ce qu'il a lui-même pensé, conceptualisé. C'est-à-dire que, pour moi, ce fond non différencié, c'est donc ce qu'il appelle l'informe. Dans Jeu et réalité, vous verrez apparaître beaucoup l'informe, et je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir la manière dont il l'utilise. Alors, à partir de ce fond informe, je conçois une coémergence sur le modèle de Simondon, c'est-à-dire à la fois d'individus et de milieux, avec à chaque fois autour de différenciation dedans-dehors. Parce que moi, ce qui me paraît important, c'est quand même que les différenciations, elles créent un extérieur et un intérieur. Parce que on ne peut pas vivre sans un intérieur et un extérieur. On ne pourrait pas vivre dans quelque chose où intérieur et extérieur sont totalement confondus tout le temps. Donc, je pense qu'à la fois, c'est une ressource, mais essentiellement inconsciente, mais qu'il faut des niveaux de différenciation dedans-dehors. Mais simplement, il n'y a pas un niveau de différenciation dedans-dehors. Comment est-ce qu'on peut imaginer que dans tous les états psychiques qu'on traverse à longueur de journée et de nuit, on soit toujours dans la même différenciation dedans-dehors? Enfin, moi, ça me paraît non vraisemblable. Voilà, disons ça comme ça. Ce qui fait que, à partir d'une pluralité de différenciation dedans-dehors, je postule, merci beaucoup, je postule différentes configurations psychiques. C'est-à-dire qu'autour d'un niveau de différenciation, eh bien, il y a un niveau de réalité interne et un niveau de réalité externe qui correspondent à ce niveau de dedans-dehors, qui n'est pas le même dans le rêve, qui n'est pas le même quand vous êtes concentré sur un travail compliqué, qui n'est pas le même quand vous êtes en train de rêvasser, assis dans une chaise longue, dans la chaleur du soleil. Voilà, on est dans des états psychiques profondément différents et dont la différenciation réalité interne, réalité externe ne rend pas compte si on pense que chaque personne a une réalité interne et une réalité externe. On a des niveaux de réalité interne-externe qui varient constamment et entre lesquels on circule. Et que pour moi, la santé mentale, c'est la fluidité de cette circulation. C'est ça, la santé mentale, pour moi. Et donc, les pathologies, c'est quand il y a une configuration qui va prendre le dessus, qui va devenir rigide, figée, et qui ne communique plus avec une série d'autres configurations.
Mais c'est un modèle de travail essentiellement. Hein. Bien sûr, mais je crois que ça a une importance parce que je pense que si la psychanalyse n'accepte pas de remettre au travail certains de ses paradigmes, je pense qu'elle ne va pas arriver à entrer dans le dialogue des savoirs, des sciences et des pratiques qui sont requises par la transformation de notre rapport à nous-mêmes et du rapport au monde que requiert absolument la transition dans laquelle on se trouve. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Alors peut-être quand même, encore pour ramener un tout petit peu Bion, vous m'arrêtez quand il faut. Hein. C'est que Bion a amené encore plusieurs choses intéressantes dans cette voie-là. Il a amené l'idée de l'oscillation PSD, c'est-à-dire schizoparanoïde dépressive. C'est-à-dire que pour lui, les positions dépressives et schizoparanoïdes de Mélanie Klein ne sont pas des positions figées, c'est des positions entre lesquelles on alterne constamment. Eh bien moi, je conçois le fonctionnement psychique comme sur ce même mode oscillatoire. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui amène alors une dynamique au niveau de la conception du psychisme qui répond davantage à l'enjeu de la complexité dans laquelle on se trouve maintenant. Et que les clivages, alors, sont clairement à envisager comme des empêchements de ces oscillations. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour dire simplement que ce modèle que j'appelle polytopique explique pourquoi je vous proposais l'idée au départ que c'est pas une pathologie du lien, mais une dystopie du lien. C'est-à-dire que avec un modèle comme de ce type-là, ou prenant des éléments de ça, je pense qu'alors, avec un modèle polytopique, on est dans quelque chose où on peut sentir effectivement que notre lien à l'environnement, dans sa dimension la plus basale, la plus indifférenciée, la moins indifférenciée, est quelque chose qui est en équilibre justement avec nos niveaux les plus différenciés et les plus comment dire, naturalistes. Voilà. Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Et oui, quand même, donc je vous ai amené l'idée aussi qu'il me paraissait important, deuxième point, important comme conclusion, de développer la perspective symbiotique en psychanalyse. Parce que, elle rétablit un terrain commun avec les sciences du vivant, parce qu'elle permet donc de fonder des approches transdisciplinaires pour approcher la complexité, parce qu'elle ouvre des perspectives également pour aborder non seulement les pathologies psychiatriques, mais au-delà, toutes les souffrances individuelles et collectives qui sont liées à la méconnaissance de l'importance des symbioses et de l'ambiguïté. Et enfin, qu'elle élargit la pertinence de concepts comme par exemple ceux des enveloppes psychiques, développés par Didier Anzieux, Didier Houzel, les alliances inconscientes, amenées par Pierre Lanier et reprises et développées par René Caès, et également pour approfondir les phénomènes du groupe et les phénomènes institutionnels et sociétaux. Et donc, par exemple, les réseaux sociaux, par exemple, on pourrait très bien les envisager sur le mode d'une symbiose, enfin, d'aspects symbiotiques dans ces fonctionnements réseaux sociaux. Ça ouvre alors des perspectives d'approche quand même relativement différentes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante et d'avoir respecté le timing. Je vous propose de passer la parole à notre intervenant suivant, donc Davide Giannica, qui est maître de conférence en psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse à l'Université d'Angers. Donc, Davide est également psychologue clinicien. Il a développé une expertise approfondie dans la clinique du traumatisme, la clinique transculturelle, la clinique des groupes aussi. Et il se consacre à l'étude des phénomènes d'aliénation, d'exil intérieur, de perte de sens dans des contextes, des situations contemporains. Et il travaille sur le concept plus particulièrement de solastalgie, un terme qui désigne la détresse psychologique ressentie face à la dégradation de son environnement familier, dont il va nous parler aujourd'hui, qu'il va développer. Et j'ajouterai qu'il anime également, donc Davide Giannica, des dispositifs d'analyse des pratiques pour professionnels et qu'il est également membre du comité scientifique de l'association Practice,
dont Alexandre Sinagnan est le dirigeant. Oui ? Secrétaire ? Président et secrétaire, d'accord, très bien, excusez-moi. Donc Davidé va donc nous proposer une conférence qui s'intitule « Solastalgie et solastalgie institutionnelle, être exilé dans son milieu professionnel ». Merci Marjorie, bonjour à tout le monde. Merci à Alexandre, Philippe, Léa de m'avoir invité à cette belle journée, à l'Académie du climat de nous accueillir. Alors je débute ma présentation en m'excusant 2 fois. La première fois, c'est parce que je vais lire aujourd'hui, mais j'ai promis à ma femme de respecter, et à Alexandre aussi, de respecter les 30 minutes imposées. Pour une fois, je vais vraiment essayer. Et la deuxième excuse voilà, que je vous adresse, c'est par rapport à mon accent. Je viens d'Italie, je suis en France depuis 15 ans, mais j'en ai pas à me débarrasser de mon accent. J'ai des étudiants et ils m'ont dit qu'au bout de 3 minutes à peu près, une certaine anesthésie, voilà, il va se développer, donc vous inquiétez pas, ça va aller. Donc là, je commence mon intervention qui porte aujourd'hui sur la notion des solastalgies, qui a été déjà évoquée à plusieurs reprises aujourd'hui par mes collègues. Par mes collègues. Pour rappel, la solastalgie est le terme proposé par le philosophe Glenn Albrecht en 2003 pour rendre compte d'un vécu d'une population australienne et notamment les habitants de la Hunter Valley qui avaient assisté à la destruction de l'environnement dans lequel ils vivaient par l'action d'une mine de charbon. Albrecht désigne les chagrins liés à cette perte par les termes de solastalgie. C'est un néologisme conçu pour évoquer une structure similaire à celle de la nostalgie, évoquant une douleur associée à la perte d'un lieu cher. Il s'agirait donc, selon la formule séduisante employée par Morisot, d'une exil sans exil. La solastalgie représente ainsi une souffrance psychologique provoquée par la détérioration d'un environnement naturel qui coïncide. Alors, la solastalgie décrit le vécu de celui qui a perdu son solas, d'où les termes solastalgie, c'est-à-dire les berceaux originaires qui assurent le réconfort et exposent ainsi les sujets au sentiment d'isolement face à l'état actuel de cet habitat. La solastalgie reflète également la douleur ressentie lorsque l'on prend conscience du fait que les lieux où l'on vit ou que l'on chérit se dégradent. Dans la conception d'Albrecht, le vécu solastalgique s'apparente au vécu de l'exilé. À la différence qu'ici, donc, l'individu souffre non pas pour avoir quitté lui les lieux, mais parce que c'est les lieux, ou mieux, les milieux, qui a quitté l'individu. Par exemple, une forêt brûlée, un lac pollué, un espace bétonné, une campagne exploitée jusqu'à la désertification. Or, les enjeux psychologiques liés à la condition de l'exil, comme le rappelait Marjorie Rock tout à l'heure, des populations déplacées occupent depuis toujours mon intérêt clinique et académique dans la nostalgie, évidemment une notion très présente. Mais depuis quelques années, je m'intéresse à cette nouvelle forme d'exil que vit les solastalgiques. Bien qu'il faille toujours le préciser, généraliser les effets de l'exil à des populations très différentes, apparenter les vécus d'un vieux berger soudanais victime de sécheresse à celui d'une jeune adolescente suédoise nous expose bien entendu au risque de négliger leurs différences. Cependant, il est tout autant essentiel de ne pas négliger les éléments communs qui sont à l'origine de cette souffrance qu'on l'appelle solastalgie, car l'effet d'appliquer un même concept à des situations géographiquement, socialement, culturellement, politiquement, historiquement et économiquement différentes nous permet d'indiquer implicitement que cette détresse a une cause commune qu'il est essentiel de repérer. La question est maintenant de savoir quelle est cette cause commune qui à la fois détermine la dégradation du milieu naturel du berger soudanais et de la vie psychique d'un jeune adolescente suédoise. Dans la littérature scientifique qui traite de cet argument, il existe au moins 2 écoles. L'une
des approches considère que la matrice commune de la dégradation écologique est imputable à l'humanité dans son ensemble. Selon cette perspective, c'est l'espèce humaine tout entière qui porte la responsabilité de la situation, à tel point que depuis son apparition, l'humanité était destinée à devenir une force géologique capable d'inaugurer une nouvelle ère qu'il propose d'appeler Anthropocène. Dans l'autre courante, les scientifiques rejettent cette explication globale et mettent l'accent non pas sur l'humanité dans son ensemble, mais sur une population spécifique, et en particulier sur celle des sociétés occidentales fondées sur l'économie capitaliste. Ils proposent ainsi de nommer cette terre le Capitalocène. Sans entrer dans ces débats, l'essentiel, pour ce que j'estime, est que les deux perspectives reconnaissent le rôle du capitalisme comme le responsable de la crise environnementale, bien qu'avec des nuances différentes. Non seulement le modèle économique capitaliste néolibéral est indiqué comme le responsable de la dégradation de l'environnement naturel, mais les sciences humaines nous disent aussi que l'environnement naturel n'est pas la seule victime de ce modèle, car il y a un impact aussi dévastateur sur au moins deux autres dimensions de la vie humaine, l'environnement social et l'environnement subjectif. Ainsi, les mêmes causes, les politiques néolibérales, peuvent comporter des effets négatifs similaires, non uniquement dans des régions très éloignées de la planète, mais également dans trois dimensions de la vie humaine. Ainsi, la désertification peut être une désertification naturelle, mais aussi sociale, avec par exemple l'interruption des relations, mais aussi subjective, vider la vie de son sens en dehors de dynamiques de consommation, dans une mélancolisation du lien social généralisé. Ainsi, on peut individuer dans le néolibéralisme la matrice commune qu'on recherchait, responsable non seulement de la crise des écosystèmes naturels, mais plutôt des crises au pluriel, de nos écosystèmes naturels sociaux subjectifs. Les dominateurs communs est la progressive exclusion déterminée par la rupture des liens entre les individus et leur environnement, ou leur milieu, comme il dirait Marco Liguori, qui malheureusement aujourd'hui n'est pas là et que je remplace. Ce qui était intégré à ces écosystèmes se trouve plus ou moins soudainement mis à l'écart, exilés de leur milieu. L'exilé à l'époque où nous vivons est ainsi devenu la figure prototypique de la victime des effondrements écosystémiques et la solastalgie, l'affect qui s'associe à cette condition spécifique d'exclusion. Mais comment cela a pu se produire concrètement? À partir d'une situation clinique issue de mon activité d'analyse de la pratique professionnelle dans les secteurs du travail social, je vais examiner l'impact du modèle économique néolibéral sur un aspect clé de l'environnement social, celui du milieu professionnel. Je vais tenter de montrer que le modèle néolibéral ne se limite absolument pas à un système de gestion financière. Il constitue également un modèle social en lui-même, comme les économistes d'autrefois le savaient bien. En fait, l'économie à l'origine, considérée comme une science sociale, car elle cherchait à comprendre les comportements humains, les interactions sociales et les mécanismes qui régissent la production, la distribution et la consommation des ressources dans une société. Et c'est seulement au cours du XIXe siècle que l'économie tente de s'émanciper de la sociologie, de l'histoire et de l'anthropologie, prétendant devenir une science exacte grâce aux apports de la mathématique. Le néolibéralisme est ainsi à considérer encore une sociologie, une anthropologie et aujourd'hui on sait une psychologie, car il influence les modes relationnels de l'être humain, les formes de jouissance, ainsi que ses relations à soi-même et aux autres. Je tâcherai donc de montrer, dans les cas que je vais vous présenter, comment ce modèle philosophique, social et subjectif qui est le néolibéralisme peut provoquer des crises dans les environnements professionnels dans lesquels il devient le paradigme. Et ces crises peuvent à leur tour engendrer une crise de la subjectivité chez les salariés concernés. Les modèles néolibéraux. Comme anticipé, les cas que je vais vous présenter aujourd'hui est tiré de mon activité d'intervenant dans le cadre de l'analyse de la pratique professionnelle dans les milieux sociaux. Pour comprendre la situation clinique que j'ai récemment rencontrée dans une
établissement médico-social parisien, il est nécessaire de faire un petit pas en arrière dans l'histoire des idées économiques, et précisément concernant l'origine du modèle libéral aux États-Unis. C'est Frederick Winslow Taylor qui, à la fin du XIXe siècle, invente l'organisation scientifique du travail qu'on résume dans l'acronyme OST, une méthode de gestion qui vise à maximiser la productivité. Les systèmes industriels capitalistes s'emparent immédiatement de cette nouvelle philosophie gestionnaire, car le but du capitalisme est d'obtenir la maximalisation des profits et l'augmentation de la productivité, ce qui est l'objectif de Taylor. Pour expliquer sa nouvelle approche, Taylor rapporte une anecdote très intéressante qui vaut la peine de rappeler. La scène se passe aux États-Unis en 1898. Dans une aciérie, une équipe d'ouvriers charge dans des wagons des gueuses de fonte, des blocs, des pièces de métal. Chaque ouvrier prend une gueuse pesant 40 kg chacune, avance sur un plan incliné qui conduit au wagon et jette sa charge dans les fonds. Au bout de sa journée, il en a ainsi transporté 13 tonnes. Un monsieur s'approche de l'une des ouvriers, un petit Hollandais. « Vous gagnez $1,15 par jour, je crois, » dit le monsieur. « Oui, » répond le petit ouvrier hollandais en regardant son interlocuteur avec curiosité. « Vous voulez gagner désormais $1,85 ? » « Ah bien sûr, que faudra-t-il faire ?» demande le petit Hollandais. « C'est tout simple. Quelqu'un viendra demain et vous ferez exactement ce qu'il vous dira toute la journée. Quand il vous dira de prendre une gueuse et de la transporter, vous le ferez. Quand il vous dira de vous asseoir et de vous reposer, vous le ferez, sans discuter. Un bon ouvrier fait ce qu'on lui dit et ne discute pas. Nous verrons de quoi vous êtes capable. » Le lendemain, les choses se passent exactement ainsi. Le petit Hollandais se met au travail toute la journée. L'homme qui se trouve auprès de lui, avec un chronomètre à la main, lui dit « Maintenant, ramassez une gueuse et transportez-la. Maintenant, asseyez-vous et reposez-vous. Travaillez, reposez-vous. » Le petit Hollandais obéit sans discuter. Et à 5h30, il touche en effet 70 cents en plus que d'habitude. Il faut préciser que ces jours-là, il n'avait pas manipulé 13 tonnes, mais 50. Il s'agit là de ce qu'on appelle la taylorisation du travail. Ces principes fondamentaux sont essentiellement un nombre de 4 que nous avons pu reconnaître dans la petite scène décrite par Taylor lui-même et dont il était même fier. Petit 1, la division des tâches. Le travail est désormais divisé en tâches simples, répétitives et standardisées afin de maximiser l'efficacité. Chaque ouvrier est assigné une tâche spécifique qu'il doit exécuter selon des consignes strictes et sans discuter. Petit 2. Organisation scientifique. Le travail est étudié et chronométré pour définir les méthodes les plus efficaces. Étude des gestes et mouvements. L'objectif est d'éliminer les gestes inutiles et d'optimiser chaque action. Petit 3. Séparation entre conception et exécution. La planification du travail, d'après Taylor, revient aux ingénieurs ou aux ménagères. C'est le travail de la conception. Les ouvriers, désormais, doivent se contenter d'exécuter les tâches définies, exécution. Les salariés sont désormais payés pour ne pas penser à son travail. Petit 4 et dernier point, système de contrôle strict. Le travail des ouvriers est surveillé et contrôlé pour assurer qu'ils respectent les normes établies. Or, ce même système d'organisation du travail est appliqué depuis plus d'un siècle dans les usines occidentales. Mais depuis quelque temps, ce modèle a également été introduit dans les gestions du secteur public de l'État français, et notamment dans les domaines médico-social et éducatifs. À l'université, il vient d'arriver malheureusement et ses effets commencent à se déployer. En France, la loi organique relative aux lois des finances adoptée en 2001 et entrée en vigueur pleinement en 2006 a profondément transformé la gestion des finances publiques. Elle a introduit une logique de performance, comme celle que je viens de vous décrire, et des résultats dans la gestion budgétaire de l'État.
À partir des années 2000, avec cette loi, la LOLF, une nouvelle culture est venue façonner un nouvel environnement professionnel qui a remplacé celui dans lequel des générations de travailleurs s'étaient formées. Voyons quels sont les résultats. Situation clinique. J'ai rencontré Carole, une éducatrice spécialisée âgée de 23 ans, dans le cadre de l'analyse de la pratique professionnelle de son équipe, dans laquelle j'interviens depuis plusieurs années. Elle travaille depuis peu dans cette institution, initialement destinée à accueillir des enfants atteints de handicaps psychiques graves, dont environ la moitié souffrent des troubles du spectre autistique. Son équipe est en difficulté. Tous les membres dénoncent les mêmes problèmes. Ils n'arrivent plus à penser. Ils sont dépassés par leur propre désorganisation qui est paradoxalement liée à l'excès d'organisation, fait de protocoles, des procédures, des systèmes de contrôle à générer. Ils se plaignent de difficultés de communication, n'arrivent pas à exprimer leur vécu, ni à comprendre correctement celui des autres. Ils se sentent isolés et ils s'isolent. En les entendant, j'ai parfois du mal à comprendre si elles parlent d'eux-mêmes ou des patients psychotiques qui sont censés accompagner. Les fonctionnements psychiques de l'équipe recalquent ainsi dangereusement celui des enfants qui suivent. Tout le monde se plaigne de la fatigue due au rythme incessant et à une charge de travail de plus en plus lourde, car chaque année, chacun doit prendre en charge un nombre croissant d'enfants. La situation a commencé à se détériorer progressivement il y a quelques années. La réduction des fonds publics alloués à la santé a obligé l'institution à accepter des enfants dont les profils s'éloignent de plus en plus à la mission initiale du service. Très souvent, des enfants atteints d'autres pathologies graves et polyhandicapés sont accueillis. Les services ne peuvent pas refuser ces admissions sans compromettre sa viabilité financière et donc sa survie, car il reçoit un financement en fonction du nombre d'enfants pris en charge. Le nombre de patients augmente, les pathologies deviennent de plus en plus graves et complexes, et les compétences des éducatrices et des éducateurs sont de moins en moins adaptées à la prise en charge de ces enfants. L'environnement dans lequel ces personnels étaient embauchés s'est complètement transformé sous leurs yeux, d'ailleurs, sans que personne l'aille annoncé. L'enfant désormais les constats une fois que la métamorphose s'est déjà accomplie. Cette situation expose les salariés à une angoisse débordante dans leur milieu professionnel, angoisse qu'ils ne savent même pas nommer. Elle est provoquée par ce que nous pourrions définir comme une sorte de néoténie institutionnelle, c'est-à-dire cette impréparation, cette immaturité, le manque d'outils pour survivre aux défis auxquels ils sont confrontés dans ces nouveaux milieux professionnels. La plateforme. La situation s'est encore aggravée depuis que le service a adopté une nouvelle organisation du travail appelée plateforme. Ces termes reflètent bien les changements intervenus. Il s'agit désormais de proposer aux enfants des activités ciblées, chacun avec l'objectif de développer une compétence spécifique, manipuler des objets, faire du coloriage, s'entraîner à reconnaître des émotions à partir de figurines, etc. Les enfants sont divisés en petits groupes de 2 ou 3 et introduits dès le matin dans un parcours qui relie les différents ateliers. Dans chaque salle, les enfants restent 45 minutes, puis passent successivement dans une autre salle, exactement comme dans une chaîne d'usine quelconque. Au rythme établi, chaque éducateur intervient ponctuellement en proposant des activités spécifiques. L'un entraîne les enfants à empiler des cubes, une autre leur apprend à verser de l'eau d'un verre à l'autre, et ainsi de suite. C'est la division du travail de l'usine de Taylor, appliquée d'abord aux chaînes de production des voitures Ford et maintenant élargie au domaine du social. C'est ce qu'on appelle la taylorisation du social. Tout comme des pièces d'une chaîne de production, les enfants passent ainsi d'un atelier à l'autre de la plateforme tout au long de la journée.
chacun se concentrant sur une tâche spécifique. Les éducateurs, tout comme l'ouvrier d'une chaîne de montage, se concentrent sur l'exécution d'une tâche particulière, ce qui les empêche finalement d'avoir une vision globale de l'enfant et de l'accompagner dans son développement intégral et harmonieux. Mais ce n'est pas tout. À la fin de chaque atelier, Carole et ses collègues doivent justifier leur activité. Ils doivent détailler via une application numérique chaque acte de leur travail, car l'institution est payée selon le nombre d'actes. Si Carole anime l'atelier d'empilage, c'est le code 024 qu'elle devra rentrer dans son ordinateur correspondant à aide au développement de l'activité motrice. Si elle aide un enfant à son arrivée à enlever son manteau, elle devra par la suite entrer le code 087 correspondant au développement de l'autonomie, etc. Elle passe plusieurs heures chaque jour à coder ses mouvements, tant qu'est retiré à la relation avec les jeunes patients, évidemment. Dernièrement, les codages qui devaient être effectués une fois par heure doivent maintenant être toutes les 30 minutes. Carole passe son temps à écouter ses collègues se plaindre de fatigue, des conditions de travail et des rythmes effrénés. Ces derniers se sentent désorientés car ils ne reconnaissent pas leur environnement professionnel qui a changé très rapidement sans qu'ils puissent identifier précisément quand cela a commencé. Ils ont l'impression d'être de plus en plus isolés, chacun travailler dans son petit atelier sans avoir le temps d'échanger avec ses collègues. Même pendant les réunions, ils ne parviennent pas vraiment à discuter car ils en profitent pour souffler un peu en regardant l'écran de leur portable. Depuis que j'interviens auprès de cette équipe, la moitié du personnel a été remplacé. Carole, par exemple, remplace une collègue qui a démissionné au bout de 3 mois, laquelle avait à la fois pris le poste d'une ancienne personne partie à la retraite anticipée. D'autres ont quitté leur poste en raison d'un épuisement professionnel. Les accidents de travail se multiplient, tout le monde dénonce une perte d'essence, une automatisation de leurs pratiques et finalement une déshumanisation de la prise en charge. Ils rêvent d'une passant idéale qui semble perdue à jamais. La souffrance individuelle finit par se répercuter sur la vie du groupe professionnel, toujours en manque de temps et de ressources. Les moindres retards de quelqu'un entraînent des conséquences pour tous les collègues et alors les contrôles entre eux deviennent plus intenses. Les tensions augmentent chaque jour, les conflits entre les employés s'intensifient, les plaintes auprès des cadres supérieurs de la direction et plus généralement, des politiques sont désormais devenues monnaie courante. Cependant, lorsque l'origine des difficultés est reconnue comme étant lointaine de leur expérience quotidienne, que ce soit au niveau institutionnel ou politique, cela a sur eux un effet déprimant, voire nostalgique. Car cela donne l'impression à certains de ne pas avoir les moyens de protester, de se battre et éventuellement de changer les choses. D'autres, au lieu de déprimer, se mettent dans une drôle de posture qui pourrait rappeler l'attitude défensive de certains négationnistes climatiques. Il s'agit plutôt d'un négationnisme institutionnel qui émerge. Pour eux, c'est le système qui est ainsi et ne peut qu'être ainsi. Ou encore, il a été toujours ainsi. Du coup, tout le monde ne doit qu'aspirer à s'adapter à cette réalité des choses. Le premier constat que nous faisons lorsque nous intervenons dans ces contextes professionnels est que la parole ainsi que la pensée sont les premières victimes de cette situation. Ce n'est pas un effet secondaire, mais précisément une condition que Taylor avait demandé au petit Hollandais d'accepter. Un bon ouvrier fait ce qu'on lui dit et il ne discute pas. La parole devient impuissante, désinvestie et considérée comme inutile et redondante. Cela complique énormément le travail d'analyse de la pratique, car c'est difficile de travailler dans de telles conditions. Et mes collègues le savent bien, car ici, le travail à faire n'est pas d'animer, mais de réanimer la parole. Sa fonction performative, c'est-à-dire la possibilité de produire des effets sur le réel, est niée. Parler, ça ne sert à rien, ils me disent. Ce sont souvent les plus jeunes qui continuent de lui accorder une certaine valeur en participant activement aux échanges, tandis que les plus anciens adoptent une posture nostalgique, voire mélancolique, ou plus précisément nostalgique. Les sentiments de dépression chez Carole, également manifestés par ses silences, n'est pas lié au deuil d'un lieu perdu, comme c'est le cas pour ses collègues.
Pour elle, ce qui est perdu, c'est un idéal. C'est lui que son école de formation lui avait transmis, avec ses idéaux de bienveillance, de respect du sujet et d'éthique professionnelle. Ce que tous les membres de l'équipe vivent, c'est le constat que les piliers sur lesquels ils ont construit leurs valeurs éthiques, ainsi que leur identité citoyenne, liberté, égalité, fraternité, est-ce que vous vous rappelez, ont sombré sur les rochers du réel néolibéral qu'ils affrontent chaque jour. C'est qu'ils ont perdu, selon les termes des KS, c'est les métacadres, ce qui provoque une forme de souffrance que Marco Liguori appelle la solastalgie institutionnelle. Conclusion. Le monde de l'économie est aujourd'hui divisé avec, d'un côté, les économistes dits orthodoxes, accusés de défendre le capitalisme, le libéralisme, le néolibéralisme. Leur analyse, souvent critiquée, serait davantage guidée par une posture idéologique que par des méthodes véritablement scientifiques, les rendant ainsi déconnectés de la réalité. Cette orthodoxie, qui est dénoncée par les hétérodoxes, serait à l'origine de la création d'une néoréalité néolibérale, une construction artificielle qui, en termes psychopathologiques, nous, les psys, on pourrait les considérer proches d'un délire. Les économistes hétérodoxes, leurs principaux critiques, dénoncent le fait que les idées fondatrices du capitalisme et l'analyse qu'en font les économistes orthodoxes sont profondément déconnectées de la réalité. L'une de ces idées centrales est que les marchés seraient une sorte d'écosystème capable de se autorégler, semblable à un écosystème naturel, cherchant l'homéostasie. Pourtant, l'histoire a démontré que les marchés est structurellement instable, produisant des crises cycliques, que le chômage et la pauvreté, loin d'être des anomalies, sont des éléments structurels indispensables au capitalisme, permettant aux minorités riches de maximiser ses avantages. Ainsi, depuis des siècles, les partisans du capitalisme tentent de convaincre que ce système est le meilleur possible, voire le seul possible, pour organiser l'écosystème social, car il serait le reflet des lois naturelles. C'est dans ces cadres qu'ils invoquent des notions telles que le darwinisme social, justifiant les disparités économiques par une supposée sélection naturelle des plus talentueux. Selon cette logique, les individus les plus méritants recevraient des récompenses proportionnelles à leur aptitude, tout comme dans la nature, les animaux les plus forts survivraient aux plus faibles. Rien, on le sait aujourd'hui, les données y sont claires, de plus faux. Comme nous le savons, ce sont les conditions socio-économiques de départ qui déterminent en grande partie le succès social des individus, bien plus que leur talent, et qui contribuent à la pérennisation des inégalités économiques. Je termine. Un collègue psychanalyste m'a un jour fait part de sa réflexion. Si les choses fonctionnent ainsi, c'est peut-être parce que le capitalisme capte quelque chose d'inscrit dans la nature même de l'être humain, comme son égoïsme ou son instinct de conservation. Il faut l'avouer, il m'a dit. Oui, il n'avait peut-être pas tort. Le capitalisme semble effectivement résonner en nous au niveau de nos instincts les plus primaires, ce que les psychanalystes qualifient de pulsions. Cependant, Freud soulignait que les fondements des sociétés, de la culture, les fondements de la société de la culture reposent précisément sur la capacité à renoncer à la satisfaction immédiate de nos pulsions, à dépasser l'égoïsme individuel et accepter les règles qui encadrent la compétition entre rivaux. Or, la logique néolibérale qui propose les dérèglements total du marché s'oppose directement à ces fondements. Elle entre en contradiction avec les bases même de la société, de la culture et plus largement de la vie biologique. La primauté de la concurrence, la marchandisation généralisée, l'individualisme exacerbé, la flexibilité du travail poussée à l'extrême, les court-termismes, la désinstitutionnalisation et l'érosion des biens communs ne sont que quelques exemples des effets destructeurs de l'idéologie néolibérale sur nos écosystèmes naturels, sociaux et subjectifs. Alors, comme l'affirme Maurice Villard, la psychanalyse transmet à l'économie un message sans équivoque. L'adversaire à affronter est la pulsion des morts, une ennemie qui ne saurait être contenue par des simples solutions techniques.
En retour, l'économie rappelle à la psychanalyse que cet adversaire a désormais atteint une dimension quasi incommensurable, bien au-delà de ce qui peut être traité sur les divans dans une cure individuelle. C'est pourquoi un dialogue transdisciplinaire devient urgent et nécessaire aujourd'hui. Ce dialogue peut enrichir les débats publics, tout comme nous le faisons ici, réunis pour réfléchir ensemble à ces enjeux cruciaux. C'est pourquoi je tiens à vous remercier pour votre présence et pour m'avoir accordé votre attention. Merci. Je crois que Madame sera contente. Bravo d'avoir respecté le timing. Merci beaucoup pour cette très riche conférence. Il nous reste 15 minutes pour discuter les deux conférences que vous venez d'entendre, pour poser des questions. Est-ce que certains d'entre vous dans la salle souhaitent s'exprimer ou poser des questions à nos intervenants? Bonjour. Bonjour, merci pour votre présentation. Justement, j'ai une question concernant tout ça, parce que vous nous avez très bien retranscrit ce qui peut se passer. Mais du coup, vous, là-dedans, comment vous faites avec tout ça? Parce que est-ce que vous arrêtez, vous vous dites, c'est plus possible de travailler dans ces conditions et de les superviser au vu des conditions qu'elles ont dans leur travail, ou comment vous vous positionnez par rapport à tout ça? C'est difficile, mais il faut faire tout un travail préliminaire. En gros, ce que j'essaie de soutenir ici, c'est que le système néolibéral essaie de détruire tous les cadres, toutes les instances d'intermédiation, comme il est fait avec les syndicats, avec tout ce qui fait cadre. Il prétend être le cadre, le seul cadre unique. Donc, et du coup, le travail à faire, c'est de reposer un cadre, de recréer un espace que au moins c'est 2 heures par mois où on peut intervenir dans l'équipe, où il y a des règles qui ne sont pas forcément les règles du néolibéralisme et de la hiérarchisation. Déjà, il y a une horizontalité qui s'est créée, une circulation de la parole, etc. Donc c'est très compliqué. C'est toute la question. C'est la question qui nous travaille en tant qu'association et que cabinet, que groupe de travail, parce qu'on est plusieurs intervenants et on s'interroge beaucoup sur quel est le rôle de l'analyste de pratique professionnelle aujourd'hui auprès de l'institution. Parce que le problème, c'est que l'institution est dans une situation très ambiguë. Là, je parlais de négationnisme institutionnel, c'est-à-dire que l'institution, il dit que quand il finance de l'analyse pratique, parce que l'institution nous paye pour aller intervenir, donc paye pour offrir un espace de parole, alors que presque dans le reste de la totalité du temps, il fait comme chez les petits Hollandais, il dit il faut vous taire et faire ce qu'on vous dit. Donc il y a une paradoxalité, il y a une ambiguïté, et ça donne encore l'espoir que, étant ambiguë l'institution avec elle-même, elle n'a pas encore choisi entre les deux. Et peut-être qu'un jour, en travaillant, on arrivera à les accompagner vers ce qu'on considère le bon choix, c'est-à-dire de redonner la parole, rétablir de la démocratie. C'est une posture très éthique et personnelle, ce que je vous décris, mais oui, je pense que c'est possible, pas toujours. Merci beaucoup pour ta réponse. Moi, je me demandais, en fait, si tu faisais une différence donc entre nostalgie et solastalgie. Parce que du coup, moi, j'avais l'impression que dans la question de la nostalgie, il y avait un espoir. Je m'explique. En fait, la nostalgie, c'est finalement la douleur de la perte de la terre natale. Et donc, si la nostalgie, c'est la douleur de la perte de la terre natale, c'est que quelque part, il y a une notion de perte
et quelque part un désir de retrouver quelque chose. Et donc, je me demandais si, je ne sais pas si c'est clair ce que je te raconte, mais je me demandais si justement dans la question de la solastalgie, il n'y avait pas un élan vital quelque part. Oui, c'est précisément les mots que j'aurais utilisé, élan vital, voilà, toutes les références qu'on peut faire à l'existentialisme, en philosophie, c'est-à-dire que je considère que dans les deux cas, la nostalgie et la solastalgie sont deux signes plutôt positifs pour les sujets. Là, notamment dans les chapitres du livre que voilà, on vient de publier aujourd'hui, c'est pas grave, mais oui. Là, je parle des solastalgisations et des nostalgisations. Je me suis rendu compte dans ma clinique de l'exil, avec les patients exilés, que à partir du moment où ils arrivent à nostalgiser leur état psychique, donc d'avoir une nouvelle à nouveau une direction, le désir peut se réactiver, donc le sujet peut se réapproprier de sa vie. Alors que le problème, c'est quand le sujet exilé, il perd son désir et il rentre dans ce qu'on appelle l'errance. Dans la solastalgie, c'est la même chose. Là, je faisais l'exemple de la solastalgie institutionnelle. Il y en a certains qui perdent tout type de désir. Certains psychologues parleraient d'agentivité, c'est-à-dire de la capacité d'agir sur la réalité et de vouloir agir, du désir de se dégager de cette situation douloureuse. Et donc, il rentre dans une sorte d'anesthésie que pour moi, c'est l'anesthésie mélancolique, c'est la mort. Alors que dans la solastalgie, il y a encore un objet vers lequel qui produit une tension vitale, et donc l'élan vital dont tu parlais, et donc on est à nouveau être là dans la présence de Heidegger, c'est-à-dire dans le fait qu'on a encore vie et l'impossibilité de mouvement vital qui se met en place. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que ça témoigne d'une certaine capacité à se déprimer, et justement dans un monde contemporain où il y a une représentativité importante des pathologies limites, pour faire un pont justement avec ta conférence, avec justement une incapacité à se déprimer, et donc tous les aménagements mis en place pour lutter contre la dépression. Donc, quitte à mettre en péril finalement notre propre environnement pour survivre psychiquement, et donc c'est toute la question donc des pulsions d'autoconservation dont on avait parlé l'année dernière. Je me disais justement par rapport à ton concept de soi disséminé, la question de la symbiose, comment est-ce qu'on pourrait rattacher ces concepts à la question de l'environnement et éventuellement de la préservation de l'environnement? Qu'est-ce qui, sur le plan clinique, pourrait nous permettre de penser une prise en charge et une mobilisation en fait de certains processus psychiques. Mais bon, je ne prétends pas avoir une réponse, juste un premier axe. Dans l'exposé que tu viens faire, Daniel, je notais qu'au départ, quand tu décrivais la situation de cette équipe, tu disais il souffre de la désorganisation qui naît d'un excès d'organisation. Alors, moi, je dirais l'excès d'organisation, alors que rien n'est préservé d'un socle, justement, d'indétermination. Le problème, il est là. C'est que on peut avoir des fonctions très différenciées et très définies si on maintient suffisamment quelque chose d'indéterminé. René Roussillon a écrit un bel article là-dessus il y a déjà très longtemps qui s'appelle « L'interstice et le débarras ». Je ne sais pas si vous connaissez cet article, parce qu'il montre bien là que ces zones de l'entre-deux, ces zones où on est dans la cafétéria en train de discuter, sont des zones
qui sont indispensables aux fonctions thérapeutiques ou de soins en général. Voilà. Et que si on défait ça, que si on enlève ça, que si on rigidifie ça, alors tout dysfonctionne. Donc je pense que le problème, c'est pas tellement l'organisation, c'est le défaut de ce qui la rend efficace, paradoxalement. Et ce qui la rend efficace, c'est ce qui est inefficace. C'est ce qui est gratuit, ce qui est supposé ne servir à rien. Ce qui ne sert à rien est ce qui permet à l'organisation de fonctionner. Et ça, c'est un concept vraiment tout à fait central. Hein. Je pense que c'est vraiment important. Et alors, l'autre point, c'est la question de l'autoconservation. Alors là, au niveau des psychanalystes, il y en a peu peut-être qui peuvent être d'accord avec l'idée que le pulsionnel ne recouvre pas tout le champ psychique, qu'il y a du pulsionnel dans tout ce qui est objectal, c'est-à-dire dans tout ce qui est lié à une différenciation sujet-objet. Mais que, par contre, en deçà, il y a, à mon avis, dans le champ du non différencié, ce que les phénoménologues appellent le médial, c'est-à-dire les ambiances, l'atmosphère, des choses aussi indéfinies que ça, qui ne sont pas de l'ordre du pulsionnel. Et que vouloir tout flanquer dans le pulsionnel, à mon avis, obscurcit la nécessité de concevoir une double polarité du psychisme et aussi, par extension, des groupes, des institutions, etc. Voilà. Et que l'autoconservation entre dans ce champ plutôt du peu différencié, de quelque chose qui est de l'ordre des besoins de base, on pourrait dire. Voilà. Oui, par rapport à ce que tu évoquais sur la mélancolisation du lien, c'est vrai que traiter l'environnement comme un déchet, c'est se traiter de soi-même comme un déchet. C'est juste une projection finalement de la manière dont on se ressent. Moi, ça m'a fait penser à un ouvrage qui date de 1997, qui s'appelle « Somatisation, psychanalyse et sciences du vivant », où des neurobiologistes dialoguaient avec des psychanalystes, et notamment André Green, Pierre Félida et Christophe Dejour, très intéressant justement, et qui parlent alors de manière indirecte de l'écologie, de toute la question des somatisations. Et je me demandais d'ailleurs si toi, tu t'inspirais des travaux de Sylvie Le Poulichet sur la psychanalyse de l'informe, si tu connaissais ces travaux-là ou pas forcément. D'accord. Ça m'avait fait aussi penser à ça. Est-ce que d'autres personnes dans la salle auraient des questions avant que nous clôturions cet atelier ? Et sinon, je voulais terminer cet atelier avec une citation de Sigmund Freud. C'est un texte de 1915 il rédige Le sentiment de l'éphémère au moment même où il écrit Deuil et mélancolie et réflexion sur la guerre et sur la mort, dans lequel il évoque la nostalgie d'un ami poète devant la beauté de la nature en été, vouée à disparaître en hiver, comme toutes les beautés créées par l'homme. Freud explique que ceux qui gâchaient leur plaisir devant la beauté, c'était une révolte de leur âme contre le deuil. Autrement dit, le pressentiment de la perte à venir gênait leur appréciation. Je cite, « Deux attitudes sont possibles face au caractère périssable de toute chose. Soit l'effondrement dépressif, soit un refus et un déni, mais dans ce cas, la réalité se charge vite de démentir nos rêves d'immortalité et d'immuabilité. » Fin de citation. Merci pour votre attention et je crois que c'est le moment de la pause.